la plaine triste et humide de la Broye. À l'orée du village de Montet, l'imposante institution de Marigny. Derrière ces murs, 1500 enfants ont vécu entre 1929 et 1955, des enfants placés pour la plupart. Pendant des années, leur souffrance est restée cachée, mais beaucoup ont été battus, violés, peut-être même pire encore. Des enfants sans famille, à la merci de prêtres sans scrupules. Nous avons retrouvé 5 témoins de cette époque, tous marqués à vie. Avec leur aide et celle des historiens, nous avons fouillé le passé de l'Institut pour révéler l'horreur des abus commis derrière ses portes. À titre exceptionnel, l'organisation religieuse qui occupe le bâtiment nous a autorisés à entrer avec nos caméras. Plus rien ne relie les propriétaires actuels à l'histoire de l'Institut Marigny, mais pour nos témoins, la force des lieux reste intacte. Michel, c'est la première fois que vous refranchissez ce portail? Oui, c'est la première fois. Ça fait tout drôle. Mais voilà. Ça fait remonter des souvenirs? Ouais. Les souvenirs du goulag, ouais, fribourgeois, voilà. La torture, l'humiliation. Et voilà, c'était ça. C'est ce qu'ils appelaient l'éducation. Michel Rossi a 80 ans. Toute sa vie, il aura été marqué par son statut d'enfant illégitime. Son père, un notable de Fribourg, a convaincu sa mère de le placer en institution dès son plus jeune âge. Quand Michel débarque à Marigny, il n'a que 8 ans. À la porte d'entrée, elle est là. Non, là, elle est plutôt là. Parce qu'il y avait la réception. Et puis ensuite, les chambres de nos bourreaux, en dessus, où il y a le balcon. Et je vois toujours ces mains, ces sales gueules. Je vois toujours ces gens-là en train de faire des tortures. Et c'est les images qui reviennent. Derrière ce bâtiment, il y avait une clôture en bois. On mettait là-dessus torse nu et les grands coups de verge de jonc. Pour ça que j'ai le dos encore marqué à l'heure qu'il est. Pour moi, elle devait être là, la barrière, c'est là. On était plusieurs à se faire cogner là. Appuie-toi là-dessus, puis il y a un qui cognait derrière. Et si je me levais, j'essayais de m'échapper, il donnait plus fort. Si je vous disais qu'à la fin, je ne sentais plus la douleur. Sous l'effet des coups, beaucoup d'enfants crient, mais personne ne les entend. Marigny est comme coupé du village. On n'a pas de contact avec l'extérieur, interdit. Vous grimpez sur ces murs? Oui, pour regarder ce qui se passe. Parce que c'est comme ça qu'on voyait ceux qui étaient torturés aussi. Et c'est là que je réalisais que je n'étais pas seul à être torturé. Il y en avait d'autres. Oh, puis il y en a qui étaient dans un état. Hop! Et ceux qui étaient violés. Pire encore. On voyait qu'ils étaient transparents, déjà. On subissait ces viols et tout, ils étaient transparents, ces gamins. On voyait qu'ils étaient malades. On les a détruits. Vous avez du mal à regarder un peu ces photos d'ailleurs, hein? Oui, j'aime pas. Non, hein, je vois. Ça fait mal. C'est horrible. Je m'excuse. Hein. Allez-y. Vous voulez qu'on arrête ou on continue? Non, vous pouvez y aller, mais gentiment. Parce que c'est des moments très difficiles à passer. C'est comme un film.
C'est l'horreur. Il ne reflète pas du tout ce qu'il a vécu, quoi. C'est un peu une photo qui laisse pas apparaître tout le vécu qu'il y a eu avant. C'est même à se demander comment je pourrais être comme ça, malgré ce que je vivais. On continue? Oh oui. Bon, ça, c'est l'Institut Marigny. Daniel Sevet a 12 ans quand il est placé avec son frère à Marigny. Lui non plus n'a jamais connu la chaleur d'un foyer familial. Arraché à sa mère, jugé incapable de s'occuper de ses enfants, il a grandi sans affection, considéré par tous comme un moins que rien. Le premier jour, je suis arrivé la fin d'après-midi. Il y a un corridor à un moment donné dedans qui est assez étroit. C'est assez sombre. Et puis, j'avais perdu mon frère de vue. Donc je me suis retourné pour le chercher. Je suis sorti des rangs comme ça. Puis j'ai pas vu arriver derrière moi. Il y avait le professeur qui enseignait le français au Suisse allemand. Il m'a collé une tarte. Je suis parti là, je suis arrivé la tête dans le mur, j'ai eu mal à la tête, mais au moins pendant 5-6 jours, c'était... Mais ils ne se sont pas inquiétés. On n'était rien pour eux, on ne représentait rien du tout, il n'y avait aucune humanité, rien du tout. On était continuellement battus, alors pour finir, on était révoltés. On était révoltés, les curés faisaient ce qu'ils voulaient. Je vous dis, moi, on m'a cassé un stère de règles sur la tête. Hein. Il suffit qu'on fasse quelque chose qui ne leur plaisait pas, ils arrivaient, tant. On se sentait abandonné. On était dans une structure où il n'y a pas de chaleur, il n'y a rien. Que des contraintes et des... Vous voulez faire quoi? Vous êtes là, vous devez... Vous la coincer et faire ce qu'on vous dit, c'est tout. Bernard Vaucher a été abandonné à la naissance. À la différence de Michel et Daniel, il a eu la chance d'être accueilli dans une vraie famille à Fribourg. Mais quand il a 11 ans, ses parents d'adoption n'ont plus les moyens de nourrir tous leurs enfants. Bernard est transféré à Marigny. Le premier soir, je dis, mais dans quelle merde je suis? C'est quoi cette merde? Surtout, j'avais pas l'habitude d'avoir des 30 lits à aligner dans un dortoir. Bizarre. Quel sentiment vous avez là? Abandonné. Il me manquait mes parents. C'est le pire. Les 2 premières nuits, j'ai chialé. La 3e, non. La 3e nuit, départ. Je sais pas quelle heure c'était, dans la nuit. Je me suis levé, je me suis habillé, j'ai descendu les escaliers et direction Fribourg. 30 km à travers les bois. Toute la nuit, j'ai navigué. J'épiais tous les bruits dans la forêt. Hein. Une branche qui craque, un oiseau ou une bestiole. On a un peu la trouille, mais après on s'y fait. Hein. Vous arrivez chez vos parents? Comment ça se passe? Je sonne. Qu'est-ce que tu fais là? Tu es parti? Ouais, je me suis barré. Ah, viens manger, t'as faim. Tu vas te coucher. Ouais. Évidemment que dans la matinée, drin, c'est les flics. Hop là.
debout et départ. Retour Marigny. Chez le tuteur. Il pousse une gueulée et puis Marigny. À l'Institut, Bernard passe un mauvais quart d'heure dans le bureau du directeur. Des claques, des coups de pied, tirer les cheveux. Hein. Mais dans ce contexte, on peut se dire qu'une chose. On est un pauvre couillon là au milieu. Ils font de toi ce qu'ils veulent. Bernard, Michel, Daniel, des cas isolés ou sont-ils représentatifs du vécu des pensionnaires de Marigny? 2 historiens ont recoupé plusieurs témoignages avec les sources écrites et leur description du climat derrière les grilles de l'Institut est sans équivoque. C'est vrai que le régime disciplinaire de cette institution est extrêmement strict. Il est certainement au-dessus de la moyenne de ce qu'on peut imaginer en Suisse à l'époque. Pas seulement aussi pour les punitions, mais pour le régime, la discipline, l'encadrement, l'astreinte au travail en dehors des heures d'école, parfois même au détriment des heures d'école. On peut dire que ça confine à la maltraitance. D'autre part, peut-être, ces enfants, qui étaient des enfants placés en majorité, qui n'avaient pas eu une première éducation qu'on estimait convenable, on pensait qu'il fallait les dresser, tout simplement. Jusqu'en 1981, plus de 100 000 enfants en Suisse ont été enlevés à leur famille sur décision administrative, parce que leurs parents étaient trop pauvres ou parce qu'ils étaient jugés peu vertueux. Beaucoup d'entre eux ont été placés de force dans des institutions dont la moitié était tenue par des religieux. Des institutions qui, bien souvent, ressemblaient à des maisons de redressement. Ils sont nés dans les miasmes du péché. Et tout l'effort est de les sortir de là. Et pour les sortir de là, il faut leur apprendre la soumission, l'obéissance, courber leur front sur la tâche, sur le travail. S'ils reçoivent toutes ces punitions, c'est qu'ils sont mauvais. Et c'est ce qui légitime la violence à leur égard. C'est vraiment un univers clos, imperméable, où personne ne va voir, donc un univers totalitaire. Et à Marigny, il n'y avait pas que les coups. Tous nos témoins, alors même qu'ils ne se connaissent pas, nous racontent mot pour mot les mêmes scènes d'abus sexuels dans les dortoirs. Le surveillant dormait dans le dortoir. Il avait un coin du dortoir à l'entrée à gauche qui était avec une toile autour. Mais lui, il avait la lumière, nous, on n'avait plus de lumière. On voyait que les ombres. Puis vous voyez bouger là-dessus, il vient chercher un gamin, il le prend là-bas. Puis on dit, mais il fait quoi? Il fait quoi avec? Mais on voit que des ombres. On sait rien encore de la pédophilie. On connaît rien à cet âge-là. Quand est-ce que vous comprenez ce qui se passe derrière ce rideau? Un jour, il y a un des gamins qui m'a dit, j'ai dit, tu sais quoi hier soir? Arrête, j'ai mal au cul. J'ai dit, comment? C'est quoi ce cirque? C'est là que j'ai compris qu'il faisait des saloperies. Vous avez peur des fois? Bien sûr, parce que surtout la nuit. La nuit, j'avais un peu plus peur, oui, parce que là, bon, je n'étais pas le seul d'ailleurs. Hein. On était plusieurs à avoir la trouille la nuit. Hein. La trouille de quoi? Ben, quand ces salopards arrivent en pleine nuit. C'est là que les viols ont eu lieu. Moi, il m'a tiré une fois là-bas, puis je dis, mais il me veut quoi, ce con? Hein? Si je vais aller voir, on sait jamais. Hein? Évidemment, il me fout la main au paquet, touche-moi aussi. Je dis, non, mais t'es où? Alors, corvée de chiottes, 10 jours. Parce que vous vous laissez pas faire. Ah, je voulais pas me laisser faire. Je trouvais ça dégueulasse. Hein? Si Bernard avait suffisamment de caractère pour se défendre, ce n'était pas le cas de tous. Jacques faisait partie de ces enfants plus doux et plus fragiles. Il est le seul de nos témoins à avoir voulu rester anonyme. Au début même, il ne voulait pas parler, par pudeur et peut-être aussi un peu par honte. Ça me rappelle l'aventure du surveillant, là. Il est venu après quelques minutes après l'extinction des feux. Et c'est là qu'il est venu s'asseoir à côté de moi, qui dormait. Et il a commencé à passer sa main sous ma tête.
Et avec sa main droite, il a commencé à se balader sur ma hanche en tentant de descendre du côté qui l'intéresse. Et quand j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal, j'ai commencé à pleurer. Et puis les larmes, vous voyez, sont tombées sur la main du surveillant. Puis c'est là qu'il a senti que je pleurais et que c'était peut-être mieux que d'arrêter avant que je crie ou je sais pas quoi. On appelait ça faire des manières à l'époque. Mais bon... Il vous emmenait dans son lit? Oui. Ça a duré quand même 2 ans, cette histoire avec lui. Donc, quand... Puis après, vous savez qu'il le fait avec d'autres garçons. Donc ça se sait à l'intérieur de la maison. Puis pourquoi nous autres? Pas les autres. Heureusement pas les autres, mais... Jean-Louis Claude est l'un des premiers en Suisse romande à s'être exprimé au nom des enfants placés. C'est l'un des rares aussi à avoir osé parler des abus qu'il subissait. Jean-Louis a passé 5 ans à Marigny, des années durant lesquelles il était devenu un objet sexuel. On m'a dit à un moment donné qu'il y avait des garçons qui étaient faits pour des autres garçons. Puis que les garçons pouvaient être des filles aussi. Enfin, bon, bref. Donc j'ai été téléguidé dans leurs désirs, dans leur choix qu'ils avaient fait sur moi, en fait. Le plus difficile dans tout ça, c'est ce qu'il a tué quelque chose en moi. Enfin, c'est ça que je considère grave venant de ces gens-là. Ces gens-là, c'est le surveillant, mais aussi le directeur de l'Institut, qui a abusé de Jacques alors qu'il n'avait que 8 ans. Un jour, il m'appelle dans son bureau et il me demande d'enlever ma cuissette, d'enlever mon slip et de remettre ma cuissette. C'était monsieur le directeur, donc il fallait encore moins discuter qu'avec les autres. Bon, il se met sur le dos, sur son lit ou sur son divan. Moi, il me prend en tête bêche, comme ça, mais il me pose ma tête entre ses cuisses. Pas directement sur son sexe. Et puis il commence à balancer à gauche, à droite, comme ça, à gauche, droite, en frottant ses pantalons golf en puits qui me râpaient les joues. Et puis ça durait quoi, 3-4 minutes. Puis après, bon, rhabille-toi. Tu peux sortir, puis c'était fini. Jacques n'était pas le seul à avoir droit aux séances de gymnastique privées dans les appartements du directeur. Jean-Louis aussi. Et le directeur avait d'autant plus de pouvoir sur lui qu'il savait combler l'absence de son père. C'est vrai que dès que ça allait pas bien trop moralement, bon, je pouvais aller dans son bureau, enfin, dans son appartement particulier. Il y avait une bibliothèque, je pouvais bouquiner, tranquille. Je me sentais en paix. Bon, après, il fallait passer à l'acte, quoi. C'est-à-dire qu'il voulait que je m'habille différemment, je devais mettre une cuissette, enfin, bon, ouais. Les séances de gym. Voilà, ouais. Mais c'était des viols, là aussi. Ça n'a pas été trop loin, c'était... Ouais, c'était pas bien, quoi. Où ça va très loin, c'est que j'allais dans la chambre du directeur. Et ensuite, j'allais servir la messe. C'est n'importe quoi. C'est ingérable, puis vous vous sentez coupable. J'ai communié avec les mains d'un violeur. Ça, c'est impardonnable.
Si on veut rendre quelqu'un fou, il n'y a qu'à faire comme ça. Donc c'est carrément criminel, je veux dire. C'est déposséder quelqu'un de sa personnalité, de ses affects, de, comment dire, lui faire voir une vision du monde qui est complètement incohérente, hein. En même temps, tu es sous la protection de Dieu, je te protège, et en même temps, je te fais les pires choses que l'on peut faire. Donc c'est vraiment criminel. Marigny, un repère de prêtres pédophiles. Si l'on en croit en tout cas nos témoins, ils avaient mis en place une sorte de réseau. Il n'y avait pas que le surveillant et le directeur, il y en avait d'autres encore. Oui. Beaucoup? Ça, quand on regarde l'ensemble de tout ça, tout le temps que j'ai eu à faire avec ces gens-là, c'est bon. Hein. On arrive à 10, quoi. On vous passe d'un prêtre à un autre. Je crois que c'est un peu ça, il faut le dire. Les prêtres connaissent un petit peu ce qui se passe. Et les prêtres pédophiles ne se dénoncent pas parmi. Donc, ils sont complices, ils repèrent les enfants fragiles. Et d'une certaine manière, ce qui se passe à Marigny, ils se les passent. Ils se donnent les noms. Même les témoins, certains témoins disent, mais c'est par la confession qu'ils savent exactement ce qu'on est, ce qu'on fait, et qui se passent les informations. Donc, c'est des accusations effectivement invérifiables, mais extrêmement graves. En 1956, l'Église catholique toute-puissante à Fribourg doit faire face au scandale. Menacé de renvoi de Marigny pour acte d'immoralité, le petit Jean-Louis Claude déballe tout. Les attouchements, les viols répétés. Choqué, sa grand-mère porte plainte auprès de la direction de la police et de la santé publique de Fribourg. J'ai appris de l'enfant lui-même qu'il avait été entraîné au mal par un gardien. J'ai été obligée, m'a dit Claudie, de me laisser faire. Et il pratique sur moi la pédérastie. Suite à cette plainte, fait quasi unique pour l'époque, Jean-Louis ainsi que 3 autres enfants est amené à témoigner au tribunal contre le surveillant. Mais alors que le code pénal prévoit la prison pour de tels actes, l'abuseur n'écope que de 12 mois avec sursis. Ce n'est que 55 ans plus tard que Jean-Louis apprend pourquoi ce jugement a été aussi clément. Sous la pression de la direction de Marigny, l'enfant qu'il était a été contraint de revenir sur sa première déposition pour l'édulcorer, et les juges de l'époque n'ont pas cherché à en savoir plus. Révolté par cette injustice, Jean-Louis veut alors faire éclater la vérité. Il écrit une première fois à l'évêque, mais la réponse de Monseigneur Morero ne fait qu'attiser sa colère. Il n'est aujourd'hui possible de prouver aucun fait, mais je vois la sincérité de votre souffrance qui me fait souffrir en retour. Déterminé, Jean-Louis revient à la charge et téléphone à l'évêché. Il exige cette fois qu'on ouvre les archives de l'Institut Marigny. À l'autre bout du fil, Nathalie Dupré, l'archiviste du diocèse. C'est un premier contact très difficile parce qu'il a commencé par me raconter tout ce qu'il avait vécu de sordide et d'abus à Marigny, donc au détail, donc disant que l'évêque était un menteur, que l'église cachait tout, vous ne voulez pas ouvrir ses archives. Il était très vindicatif et il m'a ébranlé. Enfin, on ne peut pas rester insensible à un témoignage pareil au téléphone. Et par acquis de conscience, je dis bon, je vais retourner dans les archives, voir si on trouve quelque chose. À force de chercher, Nathalie Dupré finit par découvrir 2 cartons sur l'Institut Marigny. À l'intérieur, tout un dossier de correspondance, des lettres de dénonciation signées par des enfants et la preuve sur le papier que la hiérarchie de l'Église a tout fait pour couvrir les prêtres.
Quand on lit ce qui est dit, il y a des détails, ils expliquent ce que les deux directeurs successifs faisaient, et des laïcs aussi qui étaient surveillants à Marigny, même une femme qui était là, qui se faisait faire des rapports sexuels aux élèves. Forcément, on ne peut être que choqué par ce qu'on lit. Donc voilà, je suis allée voir l'évêque et puis je lui ai dit, voilà, il vous faut lire ce dossier parce que voilà, il n'y a pas de doute. Et il est venu tout blême et puis il m'a dit, je vais lire. J'avais cru ce que me disait Jean-Louis Claude. Je ne savais pas très bien qu'en faire. Ou comment interpréter ça en moi, parce que les mauvaises nouvelles, ce n'est pas facile à assumer. Ça m'a pris du temps. Ensuite, je lis. C'est une autre manière d'entrer en contact avec la réalité. Ce qui est arrivé à d'autres de la part des mêmes abuseurs. Parce que c'est ça qu'elle a trouvé. Et là, je prends conscience encore plus de l'ampleur du problème. En fait, il y a eu beaucoup de victimes, et sur une longue période, et de la part de personnes qui sont restées en place assez longtemps. Là, évidemment, ça donne une autre dimension encore. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous découvrez ça? En fait, c'est assez écrasant. Et par rapport à lui, je me suis dit, bon, il aurait fallu réagir plus tôt. Donc je lui ai téléphoné, ce qui était probablement une assez bonne chose. Putain, ça montrait que j'étais pas un menteur, parce qu'en fait, c'était ça la solution pour tout le monde. Ferme ta gueule. Non, mais je ne vais pas dire ça. Enfin, des années après. C'est ça, mais c'est tout ce cheminement que j'ai accompli, que j'ai voulu faire, c'était pour montrer qu'on ne fait pas ça à des enfants, on ne les rend pas, puis après ça a détruit toute leur vie. Toute leur vie. Puis il y en a qui se sont suicidés certainement à cause de ça. Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Monseigneur Morero décide alors d'en savoir plus, sans même en référer à sa hiérarchie et au risque d'éclabousser l'institution catholique. L'évêque lance un appel pour retrouver les témoins de l'époque et mandate des historiens afin de fouiller les archives de Marigny. Parmi les experts choisis, Pierre Avanzino, l'un des spécialistes de l'histoire des enfants placés. C'est lui qui a sillonné les routes de Suisse romande pour aller recueillir la parole des 14 témoins qui ont répondu à l'appel de l'évêché. Une parole difficile à libérer. Souvent même, Pierre Avanzino a dû rencontrer les témoins plusieurs fois, car les souvenirs réveillaient trop de douleur. On vit avec tout ça, bon, de toute façon, on est obligé, on ne peut pas faire autrement. Ça te fait quoi quand tu retournes dans ce passé-là? Au fond du cœur, il y a quoi qui se passe? C'est très émotionnel, mais... beaucoup de colère, quoi. Ouais. Et seulement de la colère ou d'autres sentiments? Surtout de la colère. Ah ouais, de la colère, ça c'est clair. La conviction d'être passé à côté de l'existence, quoi. Ouais. C'est lourd parce que leur souffrance réapparaît. Je vois quand ils racontent ça, les larmes reviennent, les sanglots reviennent. C'est pas l'adulte qui pleure, c'est le gosse de 12 ans. De pédophilie, c'était un peu la jungle là-bas. Il faut du courage, ça veut dire faut se remettre dans ce qu'on a vécu, aborder toutes les émotions qu'on a eues, tous les sentiments de désespérance qu'on a eus. Et quand ils témoignent, eh bien, ils vont revivre tout ça. Donc, pour ces différentes raisons, effectivement, c'est difficile de trouver des témoins. Pendant que Pierre Avanzino recueillait les témoignages oraux, l'historienne Anne-Françoise Prat s'est occupée des sources écrites, les archives de l'Institut Marigny, découvertes dans les caves de l'évêché. Nous avons étudié ce fameux dossier de correspondance sur les affaires, où, en essayant de répertorier toutes les dénonciations qui sont dans ce dossier, on est arrivé à, disons, 11 personnes dénoncées pour abus sexuels et 21 enfants victimes. Alors évidemment, ce chiffre, ça ne veut rien dire du tout parce que, par exemple, nos 14 témoins, il y en a un seul qui se retrouve dans cette série.
Et que dire de tous les témoins, de toutes les personnes qui n'ont pas témoigné, qui n'ont pas vu notre appel, qui sont déjà décédées. Et il y a effectivement plein d'abus qui n'ont pas laissé de traces dans ces documents. Donc, en fait, on n'a que la pointe de l'iceberg, peut-être. Pour témoigner face à l'Église, il en fallait en effet du courage, tant l'institution était intouchable dans la société fribourgeoise de l'époque. Le premier objectif d'Anne-Françoise Prat a été de décrypter à travers la correspondance de Marigny la stratégie de l'évêché pour occulter les affaires. Une stratégie des plus efficaces, car il s'écoule toujours 10 ans entre les premières dénonciations et les sanctions prises contre les prêtres abuseurs. 10 ans passés à nier les faits, dont on dit qu'ils ne sont que des bruits invraisemblables ou des bruits calomnieux. Puis quand le déni n'est plus possible, on banalise. Les termes utilisés par la hiérarchie, ce sont des termes qui évoquent des maladresses, des gestes déplacés, des badinages, on a touché les organes sexuels sans le vouloir. Et on voit que dans tout ce vocabulaire, il y a la volonté d'essayer de savoir est-ce que le geste était intentionnel ou pas. Parce qu'en fait, tout ce qui préoccupe les responsables, c'est de savoir s'il y a un péché d'impureté. Donc, il y a péché d'impureté s'il y a intention. Mais s'il y avait simplement un geste non intentionnel, donc il n'y a pas péché, donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Des badinages, des gestes maladroits, des mots d'une insoutenable légèreté quand on sait que ce sont bel et bien des viols qui ont eu lieu derrière ces fenêtres. Des viols sur des enfants qui n'avaient même pas 10 ans. Comment est-ce que des êtres humains peuvent arriver à en arriver à ce niveau-là? Comment? Il y a des gens qui étaient censés représenter la morale, représenter tout le bien-être et tout. Et qui se permettent de faire des choses pareilles, des tortures, des viols et tout ce qui s'ensuit, sur des enfants, sur des êtres sans défense. C'est quand même ignoble. On n'avait personne à qui se plaindre, personne. En face de gens qui avaient une autorité, qui faisaient ce qu'ils voulaient, sans jamais être inquiétés, punis ou quoi que ce soit. On savait, mais personne ne l'ouvrait. Vous voyez un gamin qui va au flic raconter ça? Il dit, mais sale garnement, de quoi tu te mêles, hein? On va pas le croire. C'est impensable, surtout dans des curés encore. Il n'y a pas d'enquête. À l'époque, ça ne se faisait pas. L'Église et l'État formaient qu'un seul organe, entièrement corrompu. Ils étaient complices, moi. Une chose est sûre, en tout cas, l'évêché connaissait la gravité des faits. Et pourtant, les sanctions étaient rares et bénignes. La punition la plus sévère ne consistait qu'à déplacer les prêtres. C'est ce qui est arrivé au directeur qui a abusé de nos témoins. Il a paisiblement fini sa vie dans une autre paroisse du canton, sans jamais être inquiété par la justice. Dans ce contexte-là, c'est très important de conserver la réputation du clergé intacte pour conserver justement cette position. Et dans ce sens-là, cette préservation de la réputation de l'institution est plus importante que certaines questions individuelles, même, voire la question des victimes. Et donc, l'impunité est quasi garantie. Il ne semble pas qu'il y ait eu, de la part de l'Église fribourgeoise, une vraie volonté de savoir, une volonté d'enquêter et une volonté d'écarter les personnes coupables et de les punir. Après 6 mois d'enquête, les historiens rendent leur rapport sur l'Institut Marigny. L'occasion pour l'évêque de prendre acte de leurs conclusions et aussi de s'excuser publiquement auprès des victimes au nom du diocèse. Quand ils parlent, personne ne les croit. On voit bien la chape de silence et une complicité générale dans une société dominée par une église très cléricale dans le canton de Fribourg à cette époque. Et comme ce silence a été un facteur de souffrance prolongée pour les victimes, il me semblait juste de rompre le silence et d'essayer
Là où on en a la possibilité de dire les faits. Donc merci de l'avoir fait. Est-ce que vous avez eu du mal à intégrer cette dimension de violence institutionnelle? Autrefois, je pensais que c'était des cas de violence individuelle, favorisés par un certain contexte. Là, effectivement, je vois bien qu'il y a quelque chose de plus profond. En fait, un système qui rend cela possible et qui rend même cela assez facile. Et un système qui incluait Marigny, mais en fait aussi pas mal de choses autour. Et il faut l'apprendre et essayer de déraciner ce type de problème. Depuis la publication de l'enquête historique, les témoins se succèdent à l'évêché. Ce jour-là, c'est Michel et Daniel qui ont rendez-vous avec Monseigneur Morero. Les deux hommes n'étaient pas à la même époque à Marigny, mais ils partagent la même histoire. Bonjour. Bonjour Michel. Vous allez bien? Oui, très bien, merci. Ça a continué, Il se passait le flambeau, hein, cette bande de salopards. Non, c'est Dieu, non, Dieu, c'est pas vrai. Ouais. Ah, il va se passer le flambeau, les connards. Merde, chier, cette bande de cons. J'ai dit d'ailleurs une seule chose. Moi, j'ai dit à un, si j'avais une arme à l'époque... Oh, ça c'est évident. Ça c'est évident. J'aurais commis l'irréparable. J'aurais commis l'irréparable. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Toute cette colère qui remonte du passé, le nouvel évêque n'imaginait pas devoir y faire face. Il n'avait pas envisagé devoir répondre à ces accusations et assumer par là même la responsabilité de ses prédécesseurs. Même quand j'étais célibataire, j'étais seul des fois, je pleurais des heures et des heures. C'est ce film qui revenait chaque fois. Eh oui. C'est comme un film. Oui, malheureusement, j'ai entendu ça assez souvent. Ah, je l'ai pilé pendant des années, je peux vous dire. Vous savez, moi j'ai eu mon frère qui est décédé malheureusement le 28 mai de cette année, qui a eu vraiment une vie massacrée, surtout par ses histoires de pédophilie. Et moi j'étais avec lui à Marigny, et je ne savais pas ce qui se passait. Et beaucoup plus tard, je devais déjà avoir dans les 35 ans, tout d'un coup, ça me prend encore parce que il a eu cette réaction dans la voiture de me dire, quand j'étais à Marigny, j'ai été violé. C'est là que je l'apprends. Et je sais quand il était à l'hôpital à Montaix-en-Valais, et après à la maison des soins palliatifs, il m'a dit, tu te rends compte, Daniel, tout ce que j'ai souffert dans ma vie, et maintenant je quitte encore ce monde en souffrant. Rencontrer les personnes qui souffrent, c'est vrai que c'est marquant. Et ça s'est quand même répété assez souvent plusieurs fois avec la même personne. C'est ce qui m'a permis de comprendre le problème. De prendre conscience de ce qu'ils ont subi dans un premier temps et du fait que cette souffrance avait un impact des décennies après. Vous pensez que les prêtres qui abusaient de ces enfants n'avaient pas conscience des dégâts qu'ils faisaient sur eux? Probablement pas. Et je pense qu'ils devaient considérer ça... Bon, parfois, il y a de la torture, donc je veux dire, c'est... Ça risque de choquer beaucoup de gens de vous entendre dire ça, qu'ils n'avaient pas conscience des dégâts qu'ils faisaient. Les dégâts à terme, je pense pas. En tout cas, pas nécessairement. J'en suis pas sûr. On peut voir ça comme un acte ponctuel, et je crois que sur le moment, c'était perçu comme ça. Et comme maintenant on en a conscience, il faut le dire. C'est des vies qui ont été ravagées en profondeur. En tout cas, ils m'ont cassé ma vie, ça c'est sûr et certain. Tout ce qu'ils ont fait dans l'enfance et après dans l'adolescence et après dans ma vie d'adulte, ils ont tout bousillé. Nous, on a eu toute la fratrie détruite. Et ces salauds de curés
Le seul frangin que j'avais, il l'a encore éloigné de moi pour leur petit plaisir. Moi, j'ai entendu dans des histoires que des enfants qui avaient vécu ce qu'on a vécu, qui se sont suicidés. Prenez quelqu'un comme mon frère. Je suis même étonné que ça ne lui ait pas trotté dans la tête, parce qu'avec ce qu'il avait vécu à Marigny. Moi, sérieusement, à un moment donné, je voulais en finir. Je trouvais le moyen. Je voulais me faire mal, en fait. Je voulais me faire mal. Mourir? Je voulais me faire mal. Très mal. Et je voulais laisser un message, mais c'était pas... C'était enfantin, mais c'était vrai. Jean-Louis n'est pas passé à l'acte. Mais est-ce que d'autres enfants à Marigny se sont suicidés? Est-ce que certains même sont morts suite à des mauvais traitements? Les historiens n'ont eu ni le temps, ni les moyens d'enquêter sur cet aspect. Toutefois, dans les archives de l'Institut, une déposition d'élèves interpelle. Une déposition datée du 19 janvier 1941, dans laquelle l'enfant dénonce des attouchements. En bas de sa lettre, un détail troublant, on lit que l'élève est mort quelques jours après sa déclaration. D'après nos recherches, 6 jours plus tard. Évidemment que ça pose une sérieuse question. On se dit, il est assez peu probable qu'il soit tombé malade à ce moment-là. C'est pas impossible, évidemment, parce qu'il y a un choc, mais est-ce qu'il se serait suicidé? Est-ce qu'on l'aurait poussé au suicide ou est-ce qu'on l'aurait tué? Je n'en sais rien. Est-ce que vous êtes posé cette question? Bon, évidemment que je me la pose. Je dirais, si on voyait une chose comme ça dans un film ou un roman policier, on imaginerait aussi, c'est pas vraisemblable, donc il doit y avoir une cause. En tout cas, l'éventualité que ce soit pas complètement naturel existe. Il n'est pas du tout impossible que les pressions qu'on a faites sur lui à ce moment-là l'aient amené à se suicider. Ça semble assez vraisemblable. Pour en savoir plus, nous nous sommes rendus aux archives du canton de Fribourg. Nous avons retrouvé la trace de cet enfant dans un registre tenu par la préfecture de la Broye. C'est un document qui concerne uniquement l'orphelinat de Marigny à Monterre. Voilà. Ah voilà, il est là. Sur la base de vos informations, on a pu trouver une seule personne née le 10 mai 1926. Voilà. Et il s'agit justement de Jean-Samuel Javet. Voilà. Et puis, son décès est annoncé? Alors, de nouveau... 10 mai 1926, envoyé l'acte d'origine au secrétaire communal de Bavully, donc à sa commune d'origine, le 28 janvier 41. Et on sait qu'il est mort le 25 janvier 41. On apprend son nom, que son acte d'origine est transmis 3 jours après sa mort, mais toujours pas de cause de décès, ni de lieu de sépulture. Nos soupçons sont d'autant plus légitimes qu'une autre lettre de dénonciation, écrite par un autre enfant, fait elle aussi froid dans le dos. Elle date cette fois de mai 1943. L'élève, René Vouillot, se plaint auprès de sa mère des conditions de vie à l'orphelinat et termine par ces mots: « Il ne faut pas écrire au directeur, car je ne serai plus en vie. » Oh. Et d'autant qu'il y avait de la violence. Il n'y a pas de doute, on les battait. Et est-ce qu'on les battait au point d'arriver parfois à... Enfin, j'espère pas, mais enfin, c'est pas impossible. Ou est-ce qu'on les poussait à un état tel qu'ils pensaient qu'ils ne pouvaient plus vivre? Il y a peut-être un peu des deux. Suite à cette lettre de dénonciation, on apprend que le directeur fait pression sur son auteur et son frère. Il leur serre la vis. Cette discipline est un peu dure, écrit le directeur, comme est dur le bistouri du médecin qui tourne dans la plaie pour la soigner et la guérir. Après ces mots glaçants, plus aucune trace des 2 enfants dans la correspondance de Marigny.
D'après les documents internes à l'Institut, ils auraient été renvoyés. Mais ce que nous découvrons aux archives cantonales laisse supposer quelque chose de plus grave. Alors, René Vouillot, son acte d'origine est envoyé au secrétaire communal de Montaix. Ça, ce qui est un peu la procédure classique. La procédure classique quand un enfant quitte l'établissement. Mais surprise, pour l'autre frère, la procédure est différente. Par contre, Maurice, qui est le frère aîné, son acte d'origine est envoyé à l'orphelinat de Marigny le 27 novembre 1943. On peut avoir un doute là. Le doute est totalement permis. Le doute est permis car quand l'acte d'origine est envoyé directement à l'orphelinat, la plupart du temps c'est en cas de décès. Pour l'un des deux frères, on peut donc imaginer le pire. Pierre Avanzino, qui étudie l'histoire des enfants placés depuis longtemps, ne serait pas surpris par cette éventualité. Lui-même a trouvé des cas de décès survenus dans un institut vaudois à la même époque. J'ai retrouvé 2 traces d'enfants qui sont décédés de mauvais traitements. C'est un enfant qui, après avoir fait pipi au lit, ce qui lui arrivait souvent, en plein hiver, doit aller casser la glace de la fontaine, laver ses draps, se laver lui-même, puis 2 jours après, il meurt à l'hôpital. Ou encore un autre enfant qui, après avoir reçu une correction avec la verge, est mis à l'écurie et il est blessé avec les cochons pour le punir et il va attraper une septicémie, donc il va aussi décéder. Et des récits de ce type-là, il y en a plusieurs. Ça, c'est les 2 sur lesquels j'ai pu mettre la main. Pierre Avanzino est aussi en possession d'un manuscrit qui laisse songeur. Un manuscrit rédigé par un ancien élève de Marigny. Paul Morand, c'est le nom de l'auteur. Il décrit 30 ans avant nos témoins les mêmes sévices, les mêmes abus sexuels. Et fait plus troublant encore, il cite le nom de camarades disparus dans ce stalag de la Schlag, comme il dit. Vraie info ou faux souvenir? En fouillant les archives, non seulement nous avons eu confirmation que les camarades en question sont bel et bien décédés, mais nous découvrons en plus que 9 enfants au total ont été annoncés comme morts par la direction de Marigny dans la première moitié du XXe siècle. 5 ont même été enterrés sur place. Pourtant, dans le petit cimetière de l'Institut, plus aucune trace d'eux. Nous n'avons pas retrouvé de tombe pour ces enfants décédés. Ils sont morts comme ils ont vécu, dans le mépris et l'oubli. Pour ceux comme Jean-Louis qui ont survécu à cette époque de Marigny, le temps presse aujourd'hui. Après avoir reconnu sa responsabilité dans les abus sexuels subis par tous ses enfants, l'Église se doit maintenant de réparer. Mais comment réparer des vies brisées? Comment faire oublier toutes les horreurs commises? Par les 20 000 francs proposés aux victimes? Le diocèse a mis en place une commission pour évaluer les différentes possibilités auprès des principaux concernés. Comment est-ce que l'Église, elle peut aujourd'hui répondre avec les moyens qu'elle a, avec le temps qui s'est passé, à cette souffrance et à tout ce que vous avez subi? Je ne sais pas. Je ne veux pas demander quoi que ce soit. J'estime que c'est un dû qu'on me doit. Moi, j'aimerais que quand l'Église donne quelque chose, que ça leur fasse mal. Oui, je veux dire. Parce que si c'est donné comme ça, c'est n'importe quoi. Moi, j'aimerais que ça leur fasse mal. Donc, si ça leur fait mal, c'est qu'ils devraient donner beaucoup de sous, ils devraient, je sais pas, vendre des trucs, des biens. Non, mais c'est... Donc, vous voyez, et encore là, c'est ma parole de personne qui croit encore en l'Église. Parce que je me dis, elle doit être punie. Il y aurait besoin d'un symbole plus visible qui reconnaît ce statut de victime. Est-ce qu'il y a quelque chose? Vous savez, c'est très confus. Par exemple, l'Institut Marigny, je demande à ce que l'on enlève ces maisons, qu'on n'ait plus, qu'on ne voie plus rien. Moi, j'ai besoin, avant de crever, que j'ai plus ça dans la tête. Ce regard sur cette institution, sur ces murs, sur ces volets, sur ces
quelques tombes qui restent. Et j'ai besoin que tout soit loin. Mais en fait, c'est moi qui vais partir avant. Parce que nous, on est les victimes du temps. Longtemps, je me suis dit, quand je passais dans le coin vers Marigny, je me disais, mais si je retrouvais ces gens-là, je leur foutrais une branlée maintenant que je leur ferais payer ce qu'ils m'ont fait. On sent une colère immense chez vous. C'est malheureusement une colère qui ne pourra jamais être assouvie. C'est ça qui est dur. Vous serez jamais un homme en paix? Non. On parle beaucoup de réparation aujourd'hui. Vous voulez réparer quoi? Ça se répare pas, ça. On n'est pas une chambre à air, on ne met pas un blitz, puis on gonfle. L'Église peut se prosterner, débourser de l'argent, mais ça n'amène à rien. L'argent, c'est quoi? C'est rien. Ceux qui ont fait le mal, non. Je leur pardonnerai jamais. Non. J'arrive pas. J'arrive pas. C'est plus fort que moi. Non. On arrête là, hein? Ouais. Tout à fait. Je ne pardonnerai jamais. Jusqu'à la fin de mes jours. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.